camarades membres du comité central du parti, camarades membres du comité de contrôle, camarades membres des structures d'activité, camarades secrétaires généraux des fédérations, chers invités, chers frères et sœurs ivoiriens, chers amis, vous qui avez tous accepté de consacrer un moment de votre temps à cette cérémonie, camarade président Pascal Affi N'Guessan. Quand le 26 avril 2011, la soldatesse du régime fracassant la porte de ta chambre d'hôtel pour t'enlever et te déporter à Bouna, tu n'as pas pu prendre les dispositions réglementaires pour mettre en place un schéma de suppléance. Et pour cause. Premièrement, tu avais un combat de survie personnelle à engager, l'adversité étant forte et barbare. Deuxièmement, tous tes intérimaires potentiels étaient hors de vue. Ton premier vice-président Sangaré Aboudraman était déjà enlevé et déporté à Katiola, donc absent. Ta deuxième vice-présidente Simone Yves Gbagbo étant enlevée et déportée à Odiné, donc absente. Ton troisième vice-président Mamadou Koulibaly était déjà hors du pays, donc absent. C'était donc le chaos. La chaîne de commandement était brisée. Le parti était en lambeaux. Il a fallu attendre quelques semaines avant qu'une première équipe d'intérim ne se mette en place, avec le troisième vice-président revenu au pays entre-temps. Malgré tous les dangers qui le guettaient, le Front populaire ivoirien que tu as laissé derrière toi involontairement ne devait pas renoncer à la vie et à sa responsabilité historique vis-à-vis du peuple ivoirien. Ainsi, lorsque le troisième vice-président du parti convoque le premier comité central le 25 mai 2011, de nombreux camarades membres des instances et d'autres militants prenant leur courage à deux mains, bravent la terreur du moment pour se rendre au siège du CNRD pour redonner vie au parti et éviter ainsi la mort programmée. Et là, vous me permettez, mesdames et messieurs, de préciser un ensemble de choses. Premièrement, avant la convocation de ce comité central du 25 mai, il faut dire que le troisième vice-président du parti, le professeur Mamadou Koulibaly, même si aujourd'hui l'histoire présente le tableau autrement, m'avait fait l'honneur, en tant que secrétaire général du parti, de m'appeler du Ghana, où il se trouvait, pour me poser la question suivante. Mais Miaka, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît l'autorité de Ouattara et le parti sort, ou bien nous restons dans cette situation comme ça, et puis notre parti est enterré. Je lui ai répondu pour dire, mais tu es le troisième vice-président, prends tes responsabilités. Il a dit, bon, je vais faire donc un test, une déclaration que je vais te soumettre à lecture par téléphone. C'est ce qu'il a fait effectivement, et je lui ai dit, bon, ça peut se publier. Ça a été donc la première prise de position officielle du Front populaire ivoirien, venant donc de son troisième vice-président, le professeur Mamadou Koulibaly. Ce que je voudrais dire aussi, comme anecdote, quand le président du parti, Pascal Affi N'Guessan, était donc transporté à l'hôtel Pergola, comme le grand chef, comme la mère poule, quand elle est envahie par l'épervier, qui cherche à savoir où se trouvent ses poussins, il a pris sur lui le devoir de m'appeler. Il dit, Miaka, je suis à la Pergola ici, si tu penses que tu as des problèmes d'insécurité, rappelle-moi, nous allons prendre des dispositions pour qu'on te mette en sécurité, pour que tu viennes ici. Quelque chose m'a dit, j'ai dit, ben, merci président. Mais j'ai toute l'impression que ça c'est une souricière, cette histoire de Pergola là. Et là, à ce niveau, mesdames et messieurs, Dieu venait déjà de manifester sa volonté. Pour ne pas que le Front populaire ivoirien
soit décapité. Parce qu'à supposer que, par peur, effectivement, j'ai dit, bon, président, fais quelque chose, j'arrive là-bas, c'est nous tous qui aurions été pris, et notre parti, peut-être, n'aurait pas eu la chance d'être là où il est aujourd'hui. Donc, rendons gloire à Dieu. Je tenais absolument à le souligner de façon solennelle pour l'histoire. De nombreux camarades membres des instances et d'autres militants, prenant leur courage à deux mains donc, disais-je, bravent la terreur du moment pour se rendre au siège du CNRD pour redonner vie au parti et éviter ainsi la mort programmée. Contre toute attente, notre camarade démissionne de notre famille politique le 11 juillet 2011, nous mettant ainsi dans une situation inédite. Nous étions dans une vacance de pouvoir de fait. En effet, l'article 90 du titre 7 des statuts souligne en son alinéa 1, et je cite, qu'en cas de vacance du pouvoir par démission ou empêchement absolu du président du parti, l'intérim est assuré par le premier vice-président. Tous les vice-présidents du parti s'étant retrouvés dans une situation d'empêchement absolu et de démission, le secrétaire général étant présent, nous avons dû interpréter l'article 22, chapitre 1, titre 1 du règlement intérieur et nous avons, intérieur qui stipule qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président du parti, des vice-présidents et du secrétaire général, l'intérim est assuré par un secrétaire général adjoint par ordre hiérarchique. Il fallait en tirer toutes les conséquences. Face à la menace du danger imminent, de dispersion des forces qui guettent le parti, le secrétaire général que j'étais a dû convoquer une session extraordinaire du comité central, élargie au comité de contrôle, aux secrétaires généraux de fédération et au bureau exécutif des structures spécialisées le 23 juillet 2011 pour prendre les mesures qui s'imposaient. Conformément aux textes qui régissent le parti, le comité central ayant constaté les empêchements qui ont entraîné la vacance du pouvoir a pris acte de l'intérim de la présidente du parti assurée de plein droit par le camarade Miaka Ureto, c'est-à-dire moi-même, et celui du secrétaire général assuré par le camarade Akoun Laurent. Il nous a donné mandat de mettre en place une équipe de crise, comme c'est le cas dans tous les mouvements en lutte. Le comité central a volontairement choisi d'appeler cette équipe, entre parenthèses, secrétariat général intérimaire, en lieu et place d'un comité de crise, et pour ceci, pour rester collé à notre valeur principale, la solidarité. Nous ne reconnaissions que c'est la lutte qui t'a éloigné du parti et que notre devoir de solidarité les uns envers les autres nous commandait de veiller sur ce parti tout en nous mobilisant pour que toi et tous les camarades emprisonnés, vous recouvriez votre liberté confisquée. Camarades présidents, comme on s'en aperçoit, l'objet de notre intérim était de remplir provisoirement une tâche. Le temps de cet intérim étant donc tout naturellement en fonction de la durée de ton empêchement. Tu reprends tes fonctions quand ton empêchement qui t'en avait écarté prend fin. C'est le sens que nous donnons à cette passation de charges cet après-midi du 7 septembre 2013, de passer les charges qui sont les tiennes. Pour la présentation des dossiers de l'intérim, je me contenterai de te faire un survol des sujets abordés tout au long de ces 26 mois d'exercice, c'est-à-dire du 23 juillet 2011 au 31 août 2013, relativement A. Aux dossiers exécutés, et dans ces outils exécutés, on en sous-point au secrétariat général, au comité central, aux structures spécialisées et d'activité, au fonctionnement administratif du parti. S'agissant des dossiers en cours, il s'agit des dossiers judiciaires
des dossiers politiques, notamment le dialogue direct, l'action diplomatique et l'exercice des terrains. Quant au plan stratégique triennal, on en dira un mot et nous dégagerons les perspectives. La mise en œuvre du plan stratégique. Camarade Président, la vitalité d'un parti se mesure aussi à la tenue des rendez-vous statutaires et au fonctionnement des structures de base. Ainsi, nous pouvons noter que les réunions statutaires du secrétariat général et du comité central ont connu une stricte exécution. Ainsi, pour le secrétariat général, 27 sessions sur 25, donc 5 sessions extraordinaires convoquées, soit 108%, avec en moyenne des 50 militants présents sur 75 membres nommés, soit 66% de présence. Pour le comité central, 12 sessions sur 8, dont 4 sessions extraordinaires convoquées, soit 150%, avec en moyenne 250 militants sur 400 militants recensés pendant la crise, soit 62,5%. Pour les structures de base, sur les 99 fédérations, 41 ont fonctionné tant bien que mal, soit 42%. Pour les autres activités qui ont meublé cet intérim, je citerai quelques-unes pêle-mêle. Le lobbying et les relations publiques. En Côte d'Ivoire, plusieurs délégations ont rencontré les diplomates pour faire connaître le point de vue du FPI sur toutes les questions importantes de l'actualité ivoirienne. À l'étranger, le FPI a réalisé une belle performance. Les différentes missions, tant en France, en Italie qu'en Suède, ont permis de redorer l'image du parti à l'étranger. Ces missions ont aussi donné l'occasion au Front populaire ivoirien de sonner la mobilisation de tous ceux qui, en Europe notamment, œuvrent pour la libération du président Laurent Gbagbo. Les activités de mobilisation et de communication politique. Plusieurs activités ont eu lieu, dont 5 types majeurs qui sont l'accueil des ex-détenus en décembre 2011 et 2012, les célébrations du 18 février 2012 et 2013, la célébration de la fête de la liberté 2012 et 2013, les meetings en grands espaces et les tournées dans les fédérations. Les actions de communication. Le parti a pris une part active dans le réveil du groupe La Refondation. La mobilisation des journaux qui nous sont proches a été un axe fort. Le groupe des JV11 a soutenu de façon décisive la résistance et permis de faire face à l'ostracisme des médias d'État. Les structures spécialisées d'activité ont contribué à donner vie au parti. Ces structures, OFPI, JFPI, CFPI, CURF, KFPI, KEFPI, ont exécuté de nombreuses activités, notamment des réunions, des séances de travail et des rassemblements de mobilisation. Le dialogue politique. Entamé le 28 janvier 2013, il a été interrompu le 21 mars 2013. Le FPI a estimé qu'il ne pouvait continuer dans une partie de dupes, car au moment où se déroulaient les pourparlers, le camp gouvernemental s'évertuait à nous tourner en bourrique. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'arrestation de Koua Justin au siège du parti. Le comité central a dû mettre un holà à cette façon de faire et exiger avec responsabilité des conditions idoines de reprise du dialogue. En tout état de cause, le comité central a pris acte de la volonté du pouvoir Ouattara d'écarter le FPI des élections législatives et locales. Nous avons décidé avec responsabilité de ne pas l'accompagner tant dans la politique de la chaise occupée étant patente par le pouvoir. C'est ainsi que, de façon ouverte, nous avons lancé un mot d'ordre de boycott des élections législatives de 2011 et municipales et régionales de 2013. Il s'en est suivi ce que les médias nationaux et internationaux ont appelé le désert électoral. Le peuple de Côte d'Ivoire a donc suivi le FPI, légitimant davantage le pouvoir en place.
délégitimant davantage le pouvoir en place. Mesdames et messieurs, camarades présidents, sur ce point, je crois que des éclairages s'imposent. Nous avons pris nos responsabilités. La non-participation aux différentes élections. Et je fais passer cette image que nous prenons pour des naïfs, peut-être pour des parricides. L'on nous demandait d'aiguiser des couteaux pour leur donner pour qu'ils s'en servent pour égorger Laurent Gbagbo. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Non. Au moment où le pouvoir s'est perdu à accumuler des preuves contre Laurent Gbagbo qui a accusé de tous les maux d'Israël, que le Front populaire ivoirien participe à des élections qui sont réglées à l'avance. Par exemple, pour que sur 500 députés, on nous attribue tout au plus 3 députés, il était facile de dire, regardez Gbagbo, qui a confisqué le pouvoir, qui dit qu'il est majoritaire, regardez les performances de son parti, 3 députés sur 500, dont c'est lui le tueur, condamnons-le à mort. Non, nous ne pouvons pas accepter qu'on condamne Laurent Gbagbo à mort. Nous avons aussi, malgré les difficultés de tout genre, réactivé la solidarité. Malgré la situation financière difficile que traversait le parti, la direction a pu honorer le devoir de solidarité envers les camarades détenus, les familles respectives de nos camarades défunts et en participant activement aux différents obsèques. Il a également été organisé des visites à Accra pour rencontrer nos camarades exilés. Plusieurs visites ont été effectuées à La Haye au président Laurent Gbagbo par le président du parti que je suis et d'autres membres de la direction en 2012 et 2013, ainsi que des actions judiciaires engagées en faveur de tous les camarades illégalement détenus. Tels sont, camarades présidents, les dossiers exécutés au cours de la période 2011-2013. Au titre des dossiers en cours, il y a le dialogue politique. Oui, ce dialogue politique, il faut aussi en dire un mot. Que n'avons-nous pas fait avec l'aide et le concours de toutes les bonnes volontés pour arracher ce dialogue au pouvoir Ouattara? Depuis septembre 2012, nous sommes échinés, en 2011, pour dire, signifier au pouvoir que ce qui est arrivé, c'est regrettable pour tout le monde. Mais il n'en reste pas moins que les Ivoiriens que nous sommes, nous devons regarder plutôt l'avenir. Et pour cela, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute, qu'on s'entende. Nous avons dû mettre pratiquement 1 an avant d'avoir une réponse à notre requête. Le président Ouattara a accepté enfin de nous recevoir un jour au palais de la présidence. Nous y sommes allés dans le cadre du CNRD et ce qu'il s'est contenté de nous dire, c'est de dire, bon, je vais vous renvoyer à mes ministères techniques, à mes techniciens, vous allez discuter avec eux. Combien de ministères techniques ont pu nous recevoir? Seul le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a essayé d'échanger par 2 fois avec nous. Et puis, bon, les dossiers ont été envoyés au calame grec. Pour dire manifestement que le gouvernement n'était pas du tout intéressé par le dialogue. Mais comme nous, Laurent Gbagbo nous a enseigné la formule célèbre « asseyons-nous et discutons ». Et comme nous connaissons l'histoire de notre pays depuis ses premiers dirigeants, précisément à Houphouët-Boigny, qui dit toujours que le dialogue est l'arme des forts, il faut toujours discuter, nous n'avons plus qu'à insister. C'est comme ça, ce dialogue politique a pu être nué. Après l'interruption brutale de ce processus, le gouvernement a exprimé sa disponibilité à reprendre langue avec le RPI en nous indiquant sa volonté de nous voir fixer la date de reprise. Il nous reste à relancer ce dialogue que nous souhaitons sincère et sans faux fuyant. Le lobbying et les relations publiques. Le dossier sur l'international socialiste, dont le nouveau président du comité Afrique a été élu en mars 2013 en la personne du camarade Emmanuel Golou, président du Parti social-démocrate du Bénin, devra être poursuivi avec abnégation. Les activités de solidarité, de mobilisation et de communication politique. Plusieurs activités commencées restent à être parachevées. Elles sont toutes mentionnées dans les dossiers. Je voudrais insister seulement sur le dossier de la Cour pénale internationale
et le dossier sur les prisonniers nationaux. Sur le dossier CPI, le comité central a maintes fois répété que la détention du président Laurent Gbagbo à La Haye est illégitime, illégale, politique, arbitraire et sans fondement. C'est pourquoi, plus que jamais, le Front populaire ivoirien demande et continue de demander avec détermination à la Cour pénale internationale de tirer toutes les conséquences de cette incongruité en arrêtant la procédure à l'encontre du président Gbagbo et donc de le libérer purement et simplement ici et maintenant. Ne faisons pas la fine bouche. Aujourd'hui, le monde nous observe. C'est toute la planète qui nous observe. Depuis qu'il y a eu l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges, le 3 juin 2013, tout le monde sait, et c'est les juges de la chambre préliminaire de la CPI qui l'ont dit, ce n'est pas nous, que les charges portées contre Laurent Gbagbo sont vides. Si tout le monde est aujourd'hui convaincu, et c'est le cas, que Laurent Gbagbo demeure un maillon incontournable dans le processus de retour à la paix en Côte d'Ivoire, pourquoi le maintenir à La Haye? C'est pour cela, camarades, ces dossiers-là, nous devons le creuser, le pousser avec toutes les bonnes volontés. Heureusement qu'aujourd'hui, elles existent, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, car le temps est l'autre nom de Dieu, les uns et les autres comprennent que c'était du faux qui avait été monté. C'est pour ça que nous sommes heureux de saluer le représentant de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, qui est là, et ce sont sous ses yeux, dans ses oreilles, que nous tenons ce discours. Nous pensons que tous ces partenaires de notre pays, que ce soit les partenaires bilatéraux ou multilatéraux, qui ont toujours aidé notre pays à faire un bond qualitatif, maintenant que tous ces partenaires viennent de découvrir la vérité, ils prendront leurs responsabilités, car c'est une question de bon sens et de raison. Il faut que Laurent Gbagbo revienne pour que leur Côte d'Ivoire, qui a toujours été la belle Côte d'Ivoire, redevienne la belle Côte d'Ivoire. Il y a aussi, comme président, le dossier sur les prisonniers nationaux et les exilés qui demande notre vigilance et un suivi accru. Une quarantaine de nos camarades sont certes sortis des geôles du régime, mais il n'en demeure pas moins que plus de 700 politiques, civils et militaires, dont la camarade Simone et Yves Gbagbo, croupissent encore injustement dans le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Un accent particulier devrait être mis sur la libération sans condition et de façon définitive de tous ces camarades, y compris ceux qui sont déjà en liberté provisoire. Bien entendu, sur le retour en toute sécurité de tous nos camarades exilés politiques, le dossier du dégel des avoirs et de la libération des patrimoines occupés requiert également une attention et une mobilisation soutenue. Au titre des perspectives, camarades présidents, il nous reste l'adoption du plan stratégique triennal qui n'a pas encore connu son aboutissement dans la procédure de validation. Ce plan devrait être mis en œuvre car il contient toute notre ambition pour la période 2013-2015. Oui, je dis bien pour la période 2013-2015. Car 2015, les enjeux sont énormes. La Côte d'Ivoire nous attend. Que dis-je? L'Afrique et le monde nous attendent. Au total, camarade président, l'équipe qui a été mise en place a travaillé d'arrache-pied afin que le parti soit hissé au niveau où tu le trouves aujourd'hui. Je pense que nous avons fait de notre mieux pour accomplir ce que nous avions à faire dans des conditions souvent très pénibles. Il nous reste à consolider les acquis et à fortifier la mobilisation et l'engagement des militantes et des militants afin de les tenir en ordre de bataille pour les défis actuels et futurs. Nous avons apporté, tous ensemble, notre contribution selon nos possibilités intellectuelles, morales et nos expertises professionnelles respectives. Nous avons eu plaisir à travailler avec toutes les structures et essayer
un tant soit peu, de redonner vie au parti. Je voudrais remercier tous et particulièrement cette équipe dynamique et bénévole de l'administration qui nous a facilité le travail, tant son professionnalisme a convaincu plus d'un. Je voudrais de façon particulière saluer nos jeunes, nos femmes, l'OFPI et la GRPI, que j'ai pris l'habitude de considérer comme nos fantassins. Nous étions des généraux enfermés dans nos bureaux climatisés. On élabore des plans de lutte. Mais l'exécution de ce plan-là, il faut qu'il y ait des soldats. La GRPI, avec le jeune Kwa Justin. L'OFPI, avec celle que tous ses camarades et tous ses enfants appellent la grande maman, Marie-Odile Lourion. Ont travaillé, ont plus que travaillé. Et ils méritent vraiment toute notre gratitude et toutes nos félicitations. Camarades présidents, nos camarades universitaires de la CURF ont fait un travail colossal. Je voudrais solennellement leur rendre hommage. Un nouveau concept est apparu, c'est du néologisme, mais qui est chargé vraiment d'inquiétude. Le rattrapage ethnique. Il a fallu nos universitaires pour creuser vraiment ces termes incongrus qui est venu tirer la Côte d'Ivoire 100 ans en arrière. Ouais, tous les dossiers élaborés que nous allons nous faire le plaisir de te remettre ont vraiment décortiqué ces termes et les dispositions ont été prises pour que ces documents soient ventilés partout où besoin en était. À l'ONU, à Paris, à Bonn, à New York, partout, le dossier a été distribué pour montrer le caractère hideux du pouvoir Ouattara et de ce régime qui tire la Côte d'Ivoire vers le bas. Je voudrais remercier, je sais que ta voix fait autorité et le fera de façon plus forte, je voudrais remercier toutes les chancelleries. Parce que si nous avons pu travailler, c'est que quelque part, les diplomates en poste dans notre pays, qui avec le temps ont commencé à découvrir la vérité, nous ont permis de travailler. Quand nous devions effectuer la première mission à Paris, alors là, ça a été comme dans un rêve. Pour la première fois, nous sommes partis du salon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Lorsque nous y arrivions et que nous voyions tous les policiers et les gendarmes qui se précipitaient pour venir nous accueillir, ah, président Miaka, vous allez à Paris? On a dit, mais tiens, quel est ce piège-là qu'on veut nous tendre encore? Nous, on veut nous déporter maintenant hors de Côte d'Ivoire ou bien quoi? Or non, c'était simplement la bonne volonté des autorités françaises qui ont décidé qu'il fallait permettre au pays d'aller dire aussi sa part de vérité pour que chacun puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause. C'est ce qui a été fait. Et lorsque nous sommes arrivés à Paris, partout où nous sommes allés, que ce soit à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, j'allais dire pratiquement que c'est le tapis rouge qui nous a été déroulé. Tous les responsables nous ont écoutés vraiment attentivement. Et c'est cela qui a permis que nous fassions ce travail diplomatique, je pense, modestement, qui commence aujourd'hui à porter ses fruits. Il faut donc remercier tous ces diplomates, toutes ces représentations chez nous, et les encourager à dire qu'il faut que l'effort soit poursuivi. Il faut que l'effort soit poursuivi, car comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire est leur Côte d'Ivoire. Il y a des commentaires. Oh, quand Laurent Gbagbo sera libéré, il va avoir la guerre civile. Il va avoir des règlements de compte. Afin que c'est là. Vous voyez que depuis qu'il est sorti, c'est la fièvre. Tous les Ivoiriens se précipitent chez lui pour le saluer. Parce qu'ils savent qu'il est porteur de valeurs positives, de valeurs constructives. Et le Front populaire ivoirien, c'est ça. Nous ne connaissons pas la rancune. Nous ne connaissons pas la vengeance. Il s'agit simplement de rassembler les Ivoiriens pour que dans l'élan de fraternité ensemble, nous puissions relever les grands défis de notre pays. Le président du parti,
qui sait si bien le faire, le dira aussi de façon fort éloquente. Parce que c'est un homme d'État qui a fait ses preuves. Au moment où Laurent Gbagbo arrivé au pouvoir en 2000, la Côte d'Ivoire était en loc. Le gouvernement Pascal Affi-N'Guessan, pour relever des défis auxquels les Ivoiriens ne s'attendaient pas. Nous avions complètement été déconnectés de toutes les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, la BAD, toutes ces institutions nous fuyaient. Il fallait penser, il fallait imaginer. Et Pascal Affi-N'Guessan a réfléchi, il a pensé. Nous avons posé un acte majeur, le recrutement de tous les directeurs généraux des régies financières par appel à candidature. Parce que pour nous, ce qui était en jeu, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et comment faire pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire? Il ne s'agissait pas de récompenser des militants, de faire du clientélisme pour dire un tel, tout en sachant qu'il n'a pas la capacité de diriger le trésor ou bien la direction des douanes, on lui confie parce que simplement c'est un militant du RPI. Non, par appel à candidature, c'est tous des militants du PDCI-RDA qui ont pris toutes ces grandes directions financières. Et sur la base des cahiers de charges qu'on leur a donnés, Laurent Gbagbo a pu gérer l'État de Côte d'Ivoire sans faillir. Les salaires étaient payés régulièrement tous les 18 du mois. Tous les services de l'État fonctionnaient correctement. Les conseils généraux, l'assurance maladie universelle, l'école gratuite, il y avait de l'argent pour payer. L'Ivoirien mangeait à sa faim. Aujourd'hui, c'est grave. L'Ivoirien n'a pas de repères. Même nos servantes qui nous aident, quand elles vont au marché, les vendeuses écoutent pour voir en quoi elles s'expriment. Si elle n'est pas bêtée, tu es foutu. Si c'est une femme du Nord qui vend son placali, elle ne va pas te vendre ça. Elle dit, je ne lui vends pas mon placali parce qu'elle est bêtée. Dans quel pays sommes-nous? Non, nous refusons de nous tuer de cette façon-là. Regardons donc devant nous, ouvrons les yeux, camarades de la communauté internationale, que le RPI Laurent Gbagbo, vous reconnaissiez avec beaucoup d'humilité, et on vous sait des gens humbles. C'est pour ça que les chanteurs disent, la communauté internationale c'est la nivatine, hein? C'est à la fois doux et amer. Vous nous avez montré le côté amer, mais sur la base d'analyse qui, reconnaissons objectivement, se trouve aujourd'hui non fondée. Alors, montrez-nous le côté doux, aider la Côte d'Ivoire à redevenir la Côte d'Ivoire. Camarades présidents, dans ce devoir de mémoire, je ne saurais oublier aucun martyr, et en particulier tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines ou que la maladie a dû emporter par la méchanceté et la haine politicienne. Souhaitons que la terre de Côte d'Ivoire qui les a ensevelis leur soit légère. Je n'oublie pas ta famille et à travers elle, toutes les familles de nos camarades prisonniers et exilés politiques. Nous savons que leur soutien indéfectible nous a permis de tenir dans l'épreuve. Le RPI leur en est infiniment reconnaissant. Camarades présidents, je voudrais souhaiter vivement que la discipline et la fermeté que nous nous sommes évertués à observer tout au long de cet intérim et qui ont valu au RPI respect et nouveau regard, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, se perpétuent. Nous devons continuer d'inspirer le peuple ivoirien et lui donner l'espoir d'une vie meilleure par la mise en œuvre de notre projet de société qui se veut refondateur pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, camarades présidents, insister sur la nécessité d'œuvrer pour l'action unitaire au sein du CNRD qui demeure plus que jamais la seule plateforme qui incarne les valeurs que nous défendons, c'est-à-dire la souveraineté, la liberté, la justice et la démocratie. Le CNRD, faut-il le rappeler, c'est bien le Congrès national des résistants pour la démocratie. Et ça, ce sont les valeurs de la démocratie que je viens ainsi d'énumérer. Voici les 4 valeurs qui doivent structurer la vision de notre instrument de combat et déterminer sa politique. Une politique fondée sur la solidarité dans la lutte pour défendre et promouvoir nos idéaux en vue de l'avènement d'une société de partage,
dans le respect des droits et libertés démocratiques. Nous invitons donc tous les partis politiques, les mouvements de gauche et toutes les forces de progrès à renforcer cet outil commun de lutte et d'émancipation des peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique, en faisant front contre la régression sociale, la pauvreté et l'arbitraire. Et nous sommes rassurés, camarade président, parce que je le dis, dû ta modestie en souffrir, depuis que tu commences à respirer le vent de la liberté, et pour nous c'est de façon définitive, mais que des frémissements. On voit que tout bouge, que ce soit à droite, à gauche, en haut, en bas, tout bouge. Oui, parce qu'on se dit que, afin que ça est sorti, c'est un nouveau soleil qui se lève à l'est, qui va briller très bientôt sur la Côte d'Ivoire, et ce sera le cas, parce que la tâche du pays, c'est tous les Ivoiriens qui le disent aujourd'hui, en considérant le Front populaire ivoirien comme la conscience du peuple de Côte d'Ivoire, j'allais dire la conscience du peuple d'Afrique, et là aussi, où Dieu met sa main et il dit la justice, cette justice triomphe, nous allons triompher. Merci camarades d'être venus. Alors, où sont les documents? Voilà. Où ça est? C'est fini. Mais où est le reste? Oh. Voici, camarade. Voici maintenant, camarade président. Allô. Voici maintenant, camarade président, l'ensemble des documents que je te passe en souhaitant que tu en fasses bon usage. Oh, c'est une façon de parler. Ce n'est pas à fin que je vais demander de faire bon usage des documents. Dans la cohésion du parti, nous t'y aiderons quand nous demeurons tous à ton entière disposition. Ils sont là. Tout ça, ce sont des ressources humaines. Je crois pouvoir abuser de votre disponibilité, camarades, vous qui êtes venus. Mais je sais qu'autant que vous êtes, que vous soyez PDCI, RDR, MFA ou autre formation politique, votre cœur quelque part bat pour le RPI, parce que le RPI est porteur d'espoir. Voilà. Oui. C'est lourd, hein? Honorables invités, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, camarades militantes, camarades militants, chers amis, chers frères et sœurs, en attendant que je m'adresse à tout le peuple du Front populaire ivoirien, à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier, permettez-moi de te dire, cher camarade Miaka, toute ma satisfaction et mon infinie gratitude pour ce travail colossal réalisé dans des conditions extrêmement difficiles. Je me réjouis d'autant que cette cérémonie inédite dans notre histoire commune, tu l'as dit, demeurera un puissant ferment de la démocratie à l'intérieur du parti et dans le microcosme politique ivoirien. Nous avons l'habitude de dire que nous avons enseigné tout à la Côte d'Ivoire en matière de démocratie. Aujourd'hui, l'organisation des partis politiques ivoiriens s'inspire en grande partie de l'invention du Front populaire ivoirien.
Quand vous entendez secrétaire national chargé de, sachez que l'idée est née au sein du Front populaire ivoirien. Quand vous entendez directeur départemental de campagne de, sachez que l'idée est née au sein du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, nous mettons un point d'honneur à protocolariser cette cérémonie parce qu'effectivement, nous sommes dans la dynamique pédagogique de la démocratie. Je voudrais aussi saisir cette magnifique occasion pour remercier et féliciter à mon tour tous ceux qui ont œuvré à tes côtés pour réaliser cette mission douloureuse mais exaltante. En premier lieu, ton binôme et infatigable camarade Laurent Akoun. Ensuite, tous les organes dirigeants et de contrôle, les structures de base, les représentations à l'extérieur, les structures spécialisées et d'activités et l'ensemble des militantes et militants soudés autour de la direction que tu as conduite avec responsabilité et opiniâtreté. Félicitations à vous tous. La lutte continue. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous indiquer l'équipe avec laquelle nous continuons la lutte. Elle sera communiquée tout à l'heure. Elle est fortement basée sur les ressources humaines qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. En entendant que le secrétaire national chargé de la communication rende publique cette liste, je voudrais indiquer que la constitution de cette liste a tenu compte de deux principes. Le principe de reconnaissance. En Côte d'Ivoire, quelqu'un a dit « On ne change pas une équipe qui gagne ». Pour ne pas citer nos contemporains. Et c'est pour cela que le premier principe qui nous a guidés, c'est d'abord de reconduire tous ceux qui, aux côtés du camarade Miaka, ont contribué à sauver le Front populaire ivoirien. Le deuxième principe que j'ai tenu à dégager dans la constitution de cette équipe, c'est l'union fait la force. Il était certainement pertinent de nous appuyer sur ce que nous trouvons. Mais il était encore plus efficace et plus pertinent d'intégrer tous ceux qui sont revenus d'exil, tous ceux qui sortent fraîchement de prison, de manière à ce que, associés à l'existant, nous puissions être plus forts que par le passé. Camarades, membres de la direction du Front populaire ivoirien, honorables invités, et au nombre de nos invités de ce jour, je voudrais tout particulièrement citer M. Hetman Abdel, conseiller politique au niveau de la représentation de l'Union africaine, et le remercier de sa présence ce soir. M. Coutinho, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Au titre du CNRD, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir M. Samuel Harding, représentant le président du CNRD, M. Georges Conan, membre du CNRD, et M. Bonga Gra, représentant également le CNRD. Nos amis du RPP nous ont fait l'honneur d'être à nos côtés ce soir.
Il s'agit du professeur Georges Mounien, vice-président, de notre camarade Niagne Pierre, secrétaire national chargé des relations extérieures, et notre très chère amie, Madame Bonnie Clavry, représente l'URD à cette rencontre. Je voudrais citer pour le compte du MFA la présence de M. Jonas Gary et de M. Aka Jules. La Ligue des mouvements de progrès nous fait l'honneur d'être à nos côtés ce soir, à la personne de deux présidents. Il s'agit de notre camarade Gervais Koulibaly et de Madame la Présidente Tia Monet. Madame Baudoua Afoua, première vice-présidente de l'UDC, est avec nous ce soir, tout comme M. Franck Gueye, deuxième vice-président. Le NACIP, avec Sam l'Africain, est présent. Et M. Karamoko Zoumana, secrétaire à la jeunesse. Henri Niava et Adiko Jean-Marie représentent l'USD à cette rencontre. Notre camarade Oulaï Kani est ce soir avec nous au titre de 2 millions de filles pour Gbagbo. Je note sur mon conducteur que la famille Akoun est massivement représentée à travers son épouse. Chers camarades, mesdames et messieurs, chers invités, c'est une grande émotion qui m'étreint au moment où je vous retrouve, chers camarades, et à travers vous, nos compatriotes, nos frères et sœurs d'Afrique, ainsi que tous nos amis à travers le monde, pour reprendre les rênes de la lutte. Après plus de 2 ans de détention arbitraire et d'oppression physique et morale. Il y a 1 an, il y a 2 ans, seule une foi de prophète pouvait laisser espérer que nous nous reverrons encore. Tellement était grande et féroce la volonté d'anéantissement qu'avait déployé le pouvoir issu du coup de force du 11 avril 2011 contre tous ceux qui portent la marque ou s'apparentent à la refondation. Cette fois, vous l'avez eue. Et parce que vous l'avez eue, Dieu nous a exaucés. À lui toute la gloire. Mais à vous, chers camarades, militants de base, secrétaires généraux de section et de fédération, à vous, distingués membres du comité central et du comité de contrôle, honorables députés, dévoués maires, frères et sœurs de la diaspora, femmes du Front populaire ivoirien et de Côte d'Ivoire, jeunesse du Front populaire ivoirien et de Côte d'Ivoire, frères et sœurs, amis et connaissances, à vous tous qui avez prié, qui avez supplié, qui avez crié, qui avez lutté, à vous l'honneur et la reconnaissance. Sans vous, je ne serais pas à ce jour devant vous. Honneur et hommage solennel aux camarades Miaka Oureto Sylvain et à toute la direction intérimaire du Front populaire ivoirien. Il fallait beaucoup d'amour pour le parti et pour la patrie, un sens élevé de la dignité et de la responsabilité pour oser s'afficher et incarner le Front populaire ivoirien au lendemain du 11 avril 2011. Avec beaucoup de courage et de perspicacité, vous n'avez pas hésité
à prendre le risque de mettre en danger vos vies et vos biens. La peur n'a pas ébranlé vos convictions. Grâce à vous, le Front populaire ivoirien est toujours debout. À cet hommage, j'associe nos braves secrétaires généraux de fédération et de section. Ces piliers du temple qui ont su résister à toutes les bourrasques et à toutes les tentations. À cette cérémonie de rassemblement et de réengagement, de braves militants anonymes, d'illustres camarades et des milliers de nos compatriotes manquent à l'appel. Certains, victimes innocentes de la folie meurtrière qui s'étaient emparés de ceux qui nous gouvernent malheureusement à l'heure actuelle et pour qui la vie humaine n'a aucune valeur dans la balance de leurs ambitions, nos cœurs saignent quand nous viennent en mémoire les souvenirs de Bounou Boabré, Désiré Tagro, Diago Gomon Jean-Baptiste, Yann Raymond, pour ne citer que ceux-là. Les douloureux événements de Douékoué, de Naïbli, mais aussi tous les foyers de massacres et d'exactions à travers le pays interpellent notre compassion, notre solidarité et notre fraternité. Le week-end dernier, nous avons observé une minute de silence pour honorer les mémoires des disparus, toutes les mémoires. Aujourd'hui, j'adresse à mon tour mes condoléances les plus attristées à leurs enfants, à leurs familles et à tous ceux qui leur sont chers, et à travers eux, à la nation tout entière. À tous nos compatriotes, comment et avec qui conduire une réforme pertinente quand les professionnels des questions de défense et de sécurité sont jetés en prison pour professionnalisme, mis au garage, réduits au chômage et mis sous surveillance pour civisme et patriotisme. Quand l'opposition politique est persécutée et la société civile ostracisée. Quand des grades sont attribués à des chefs de guerre comme butin de guerre pour hauts faits de guerre, sans formation ni justification de l'ancienneté requise, mettant ainsi gravement en péril le commandement et la discipline militaire, deux piliers essentiels d'une armée digne de ce nom. Que dire de ces milliers de jeunes, ex-combattants laissés pour compte, armés et livrés à eux-mêmes, non soldés, qui se paient sur le terrain au préjudice de la tranquillité publique et de la paix civile, qui occupent de façon anarchique les domaines publics et privés, qui, ces derniers temps, manifestent violemment, au son des kalachnikovs et autres engins de guerre, leur impatience à percevoir leur part du braquage de l'État, qu'ils évaluent eux-mêmes à 40 millions de francs CFA par personne. L'absence de volonté et l'impuissance observée dans le désarmement des ex-combattants et dans la réforme de l'armée apparaissent comme une épée de Damoclès, une bombe à retardement qui menace en permanence tout effort de normalisation. Pourquoi? Pourquoi, au lieu de s'attaquer résolument à ces problèmes, le chef de l'État, lors de sa tournée dans le Nord, a-t-il demandé publiquement aux ex-combattants de garder leurs armes à la maison? Ces genres de propos qui n'honorent pas la République doivent être condamnés avec la plus grande fermeté. Je les condamne et demande au chef de l'État et au gouvernement de tout mettre en œuvre afin de trouver définitivement et durablement une solution, une vraie solution à cette situation qui, du reste, est le fruit de ses propres errements et qui n'a que trop duré. Sous le rapport de la gouvernance économique, les campagnes intempestives de communication dont on nous abreuve
et les nombreux voyages soi-disant à caractère économique du chef de l'État ne peuvent malheureusement pas cacher la réalité des chiffres, même tripatouillés. Ils sont préoccupants, largement en deçà des performances observées sous la gouvernance de Laurent Gbagbo, qui ne gérait pourtant que 50% du territoire national. Ainsi, est-il bon de savoir que si le gouvernement a annoncé avec grande pompe un taux de croissance de 9,8% en août 2013, la moyenne de 2011 à 2013 ne s'établit qu'à 2,55%, contre 3,1% entre 2009 et 2010 pour Laurent Gbagbo. Au surplus, seulement 0,5% de ce taux de croissance provient du secteur primaire, agriculture et produits miniers, qui emploie pourtant la grande majorité de la population ivoirienne. Une croissance appauvrissante donc pour les populations ivoiriennes, mais enrichissante pour les multinationales et les sociétés étrangères, majoritairement représentées dans les secteurs secondaires et tertiaires. La faible performance du secteur primaire s'explique par la situation d'insécurité entretenue dans les zones de production agricole et sur les sites miniers par les seigneurs de guerre et les dozos. Entre 2011 et 2013, la production de cacao a baissé de 8% et la production de pétrole de 13,7%, celle de l'or brut de 1,55%. N'ayant aucune maîtrise de la situation sur le terrain, le gouvernement a cessé de publier les statistiques des flux physiques et financiers, violant ainsi les engagements pris par le pays dans le cadre de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive. Même en croissance, les performances des secteurs secondaires et tertiaires sont marquées par l'instabilité, évoluant en dents de scie. C'est la caractéristique d'une absence de cohérence, de vision stratégique, d'encadrement et d'incitation, une absence de politique économique. Les conséquences de cette absence de politique économique sont durement ressenties tant au niveau de nos échanges avec l'extérieur que des finances publiques et de la dette publique. Notre solde commercial global, qui était excédentaire de plus de 1051,4 milliards de francs CFA sous Laurent Gbagbo en 2010, a plongé vers un déficit de moins 56 milliards sous Ouattara en 2013. On peut dire qu'avec Ouattara, on nous pompe notre argent à la puissance d'un ouragan. Les finances publiques n'échappent pas à cette absence de règles et de discipline en matière économique et financière. Alors que les recettes et dons ne se sont accrues que de 14% en 2010 et 2012, les dépenses, quant à elles, ont augmenté de 20%, aggravant le déficit budgétaire en 2012, de plus de 81% par rapport à 2010. Ce déficit représente 3,11% du PIB, alors que le plafond toléré par l'Union économique et monétaire de l'Ouest africaine et que nous sommes tenus de respecter est de 3%. Sans budget sécurisé et sans discipline budgétaire, il est difficile de respecter les normes communautaires. Mais c'est au niveau de la dette publique que M. Alassane Ouattara a fait la grande démonstration de son incapacité à gouverner sainement, à redresser l'économie du pays et à mettre fin au cycle infernal de l'endettement. En moins d'un an, les effets bénéfiques de l'initiative PPTE ont été dilapidés. En 2012, le stock total de la dette publique est plus élevé, 6 170 milliards, qu'en 2010, 5 587 milliards. Avant donc l'atteinte du point d'achèvement, nous étions moins endettés qu'après l'atteinte du point d'achèvement. Où sont passés les PPTE? Les dérapages se sont opérés au niveau de la dette intérieure, qui a explosé, passant de 987 milliards en 2009 à 2313 milliards de francs CFA en 2012. Le pays est redevenu insolvable. En 2012,
il n'a pu payer que 20% du service de la dette extérieure due et 35% du service de la dette intérieure due. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de payer notre dette parce que nous sommes insolvables, nous n'avons pas d'argent. Évidemment, l'argent ne circule pas. Si l'argent ne circule pas, c'est parce qu'il travaille. Nous rétorque Alassane Ouattara. Les économistes s'attrapent la tête. D'autres se pincent pour ne pas rire. Nous, avec de tels résultats et de tels discours, il est tout à fait compréhensible que les bailleurs de fonds aient tourné le dos au pouvoir et que celui-ci éprouve les pires difficultés à mobiliser les financements nécessaires au développement du pays. D'autant que les scandales financiers foisonnent, liés à de graves problèmes de gouvernance, surfacturation et recours excessif à la procédure de gré à gré pour l'attribution des marchés publics, un moyen d'enrichir sans contrainte copains et coquins. Cette mauvaise gouvernance est attestée par les mauvais classements du pays par les agences internationales de notation. 46e sur 52 pays en 2012, selon l'indice Ibrahim pour la gouvernance africaine. 177e sur 185 pays, selon l'indicateur Doing Business. Au plan politique et institutionnel, c'est une véritable dictature qui s'est installée sur le pays au lendemain du 11 avril 2011. Sont en cause la légitimité des institutions politiques, l'état de droit, les libertés et les droits de l'homme. C'est autour de ces questions que se pose également le problème de la réconciliation nationale. La Constitution de la Deuxième République, votée le 1er août 2000, est étroitement associée à la crise que connaît le pays depuis le 19 septembre 2002. Au départ, il y a la question de l'éligibilité à la présidence de la République, article 11, article 35, où la bataille du « et » et du « ou ». À l'arrivée, c'est, à travers l'étouffement des compétences constitutionnelles du Conseil constitutionnel par une partie de la classe politique soutenue par des puissances étrangères, tout le contrat fondateur de l'État et de la République qui est remis en cause. Entre-temps, cette Constitution a subi d'autres types d'agressions. Tentative d'instrumentaliser la fonction de Premier ministre pour changer la nature du régime. Contournement des dispositions de l'article 35 à l'occasion de l'élection présidentielle de novembre 2010. La crise elle-même a révélé d'autres questions fondamentales sur lesquelles le peuple a besoin de s'accorder pour vivre en paix réconciliée. La nationalité, le foncier, le modèle de laïcité, la citoyenneté, le type de régime, le modèle d'organisation administrative, etc. Aujourd'hui encore, la Constitution continue d'être confrontée à l'épreuve de son respect par le pouvoir en place. Violation des immunités parlementaires et des procédures judiciaires applicables relatives au président de la République et aux membres du gouvernement. Violation des droits et libertés publiques. Limogeage et nomination inconstitutionnelle de responsables des hautes institutions de l'État, etc. La question de la légitimité se pose également pour la quasi-totalité des institutions de l'État. L'Assemblée nationale, dominée par le RDR grâce à un découpage électoral complaisant et à l'exclusion du FPI du processus électoral, n'est pas représentative de tous les courants d'opinion. Frappée d'illégitimité, quelle légitimité peut-elle conférer aux lois qu'elle édicte? Surtout lorsqu'elle touche, ces lois, aux questions aussi essentielles pour la nation entière que celles de la nationalité et du foncier rural. On ne nous imposera pas des lois qui bradent les intérêts vitaux de la nation. La Commission électorale indépendante, responsable de la grave crise post-électorale, continue de siéger et de fabriquer au profit du pouvoir des majorités politiques fictives. Au total, sous tous les rapports, le régime souffre d'un déficit de légitimité. Légitimité sociale, légitimité économique, légitimité politique et institutionnelle. Ce déficit
explique ses contre-performances politiques, économiques et sociales. Même les plus grandes dictatures ont besoin d'un minimum d'adhésion du peuple. La dictature a montré ses limites. Elle a échoué face à la résistance passive et active des Ivoiriens. Alassane Ouattara et son gouvernement en sont conscients. Mais au lieu d'engager avec courage les vrais débats qu'attendent les Ivoiriens pour reconstruire de nouvelles légitimités et refonder le pays, ils usent de dilatoires et rusent avec les négociations. Il ne sait pas que le temps joue contre lui. Il ne sait pas que la victoire marche à notre rencontre. Que compte-t-il gagner en éclatant le débat sur les problèmes de la Côte d'Ivoire dans 4 structures qui, depuis 2 ans, tournent en rond? Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Comité national de cohésion sociale, cadre permanent de dialogue, dialogue direct gouvernement et FPI. S'agit-il de la même Côte d'Ivoire? Pourquoi toutes ces tergiversations sur la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et le retour des exilés politiques? Pour nous, ces questions-là ne sont pas le débat. Elles sont la condition du débat. Le débat, c'est comment réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Comment fonder une nation de la diversité et de la fraternité, débarrassée du tribalisme, du communautarisme et de tous les fondamentalismes. Une nation laïque et démocratique. Le débat, c'est comment refonder l'État. Un État pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Un État pour la démocratie. Un État pour la bonne gouvernance et pour la prospérité. Voilà le noyau du débat. Le temps est venu d'engager ce débat. Le temps est venu de mettre fin aux divisions, aux persécutions, pour faire naître une nation dont l'humanité entière sera fière. La guerre, l'instabilité, la misère ne sont pas des fatalités. Elles sont toujours le prix de nos turpitudes, de nos méchancetés, de nos vanités, de nos ambitions démesurées, de notre mépris pour l'autre, de l'absence d'amour pour le pays, de l'absence d'amour tout court. Or, nous disent les Écritures, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Ne continuons pas à faire de ce beau pays une boîte noire de frustration et de ressentiment, un gisement de colère et de révolte. Comment espère-t-on reconstruire durablement dans la division, les persécutions et la confusion? C'est agir comme cet homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les Écritures racontent, et je cite, que la pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Bâtir sur du roc, c'est libérer ici et maintenant tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et laisser nos frères et sœurs exilés rentrer chez eux pour retrouver la chaleur familiale et se mettre au service du pays. La tranquillité publique est à ce prix. La paix est à ce prix. La réconciliation nationale est à ce prix. La paix est à ce prix. C'est avec tous nos camarades libérés et tous nos exilés que nous irons à la réconciliation nationale. C'est-à-dire à la refondation de notre pays, dans la diversité, mais dans notre attachement à la patrie commune. La réconciliation nationale n'est pas facultative, elle est obligatoire. Parce qu'elle engage et conditionne l'existence et l'avenir de la nation, de l'État et de la République. Personne ne peut prendre le pays et la nation en otage. Celui qui est incapable de réconcilier
n'a pas sa place à la tête de l'État. Réconcilier, c'est pardonner. Mais comment pardonner après tant de violence, tant de souffrance, tant d'humiliation? Comment pardonner à chacun d'entre nous pour ce qu'il a dit qu'il n'aurait pas dû dire, pour ce qu'il n'a pas dit qu'il aurait dû dire, pour ce qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû faire, pour ce qu'il n'a pas fait et qu'il aurait dû faire? Comment pardonner à Alassane Ouattara le drame qu'il fait vivre au pays depuis son intrusion sur la scène politique ivoirienne? La division qu'il a sémée dans notre société et la fracture qu'il a provoquée dans notre nation en construction. Comment pardonner à Soro Guillaume la rébellion du 19 septembre 2002 qui a mis le pays à feu et à sang? Cette barbarie inqualifiable et injustifiable qui endeuille chaque jour de nombreuses familles. L'histoire nous enseigne que le pardon est au pouvoir des hommes. C'est par lui que les hommes peuvent surmonter les déchirements et les drames du passé et inventer un avenir nouveau. Un monde sans pardon est un monde qui étouffe sous le poids des ressentiments, des colères et de l'amertume. Un monde de stress, un monde d'insécurité, de fragilité, de précarité. Sans pardon, nous dit le révérend Desmond Tutu, il n'y a pas d'avenir. Et c'est Martin Luther King qui renchérit pour nous dire que si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères et sœurs, alors nous mourrons ensemble comme des imbéciles. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit arrivé par le passé, l'exigence d'un avenir commun doit l'emporter sur le désir de vengeance. La vengeance est une voie sans issue. Mais pardonner n'est pas oublier ni abdiquer. Ce n'est ni nier, ni dénier, encore moins renier. Ce n'est ni renoncer à ses droits, ni excuser. C'est lutter, sans haine, pour la vérité, pour la paix, pour la réconciliation, pour l'avenir, avec amour, avec compassion, avec miséricorde. La réconciliation nationale est un chemin de vérité, donc de débat public. Qui a fait quoi et pourquoi? Pourquoi vivre ensemble et comment? Il faut que le peuple le sache et que les responsabilités soient situées afin que plus jamais pareil drame ne se reproduise dans notre pays. C'est au nom de cette exigence de vérité que nous ne pouvons cautionner les cadres actuels de dialogue ou de réconciliation que le pouvoir a mis en place pour nous distraire. J'appelle le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une fois qu'il aura libéré tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et ouvert les frontières aux exilés, à convoquer les États généraux de la République, qui seront l'instrument opérationnel de la réconciliation, instrument pour fonder un nouveau contrat social, un consensus sur toutes les questions qui nous divisent aujourd'hui. Chers camarades, je l'ai dit, la réconciliation, c'est la lutte. Notre tradition au Front populaire ivoirien, c'est la lutte. Les avancées démocratiques enregistrées en Côte d'Ivoire, c'est par notre lutte. À la sueur de nos fronts, par le sacrifice de nos militants et de nos compatriotes. Au moment où les valeurs fondamentales de la République sont en péril, notre devoir est de voler au secours de la patrie, d'incarner l'espérance de ces millions de compatriotes qui gémissent et souffrent en silence. Notre devoir est de sauver la nation en danger. C'est vrai. Ces 10 dernières années, nous avons vécu des moments difficiles où la joie et l'espérance ont cédé le pas aux épreuves et aux frustrations. Le moment viendra où, ensemble, dans la transparence et dans la vérité, nous établirons le bilan de cette période inoubliable. Pour l'heure, la patrie nous appelle. Je compte sur vous. J'ai besoin de votre soutien et de votre confiance. Comptez sur ma fidélité et ma loyauté. À nos frères et sœurs de la diaspora, qui battent chaque jour le pavé, afin que la cause de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire progresse dans les consciences, je dis un grand merci et souhaite beaucoup de courage et de réussite.
Notre victoire est inéluctable. Gbagbo reviendra. Que nos représentations à l'étranger se mettent au travail pour appuyer la diaspora et accélérer le processus de libération de notre pays. Aux frères et sœurs exilés au Ghana, au Togo, au Bénin et à travers le monde, je dis de tenir bon et de garder confiance. Bientôt, vous serez avec nous. C'est dans le rassemblement et l'unité d'action que nous vaincrons. Les partis frères et les organisations membres de l'ex-majorité présidentielle et du CNRD partagent avec nous des objectifs communs et une vision commune de l'avenir. Tous ont apporté une contribution inestimable à l'évolution de la situation nationale. Chers camarades, votre présence se joue à nos côtés et les échanges fructueux que nous avons eus ces derniers jours nous réconfortent. Ils augurent de brillants succès futurs. Le monde bouge et la communauté internationale fait chaque jour l'expérience des nouvelles aspirations des nations en développement. Ces aspirations ne sont pas incompatibles avec une coopération internationale respectueuse de leur dignité et de leur souveraineté. C'est autour de ces valeurs que nous entendons réhabiliter nos rapports avec le monde. Chers frères et sœurs, chers camarades, aimons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres, afin que Dieu nous bénisse et délivre la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous remercie. Voilà, le président du parti, le président Pascal Affi N'Guessan.